Bonjour tout le monde, je l'avais pas prévu mais je fais une petite vidéo de réaction à des trailers avant de déménager de cet appartement. Parce qu'il y a plusieurs trailers intéressants qui sont sortis, on va en voir 3 du coup dans cette vidéo. Il y a déjà le nouveau trailer de Dune de Denis Villeneuve, Dune 3, une saga dont je suis pas spécialement fan, aussi bien en bouquin que le film de Lynch que les films de Denis Villeneuve. Malgré tout, la dernière bande-annonce m'avait un petit peu intrigué, maintenant que ça commence à devenir vraiment bien sombre, ça m'intéresse un peu plus, donc je veux voir ce qu'il en est avec ce nouveau trailer. Il y a également le trailer de Digger, le nouveau Alejandro González Iñárritu, qui a Tom Cruise dans son rôle principal. Ils font toute la communication autour de ça. Le premier trailer qui est sorti, c'était juste des extraits de films de Tom Cruise, avec une espèce de rétrospective avant d'annoncer, et maintenant il joue son rôle dans le nouveau Iñárritu. Et apparemment le film pourrait être bien délirant, donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. En plus Iñárritu il a une patte visuelle, donc ça peut être intéressant à analyser. Et puis, ceux qui connaissent bien la chaîne savent que j'ai fait un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, une rétrospective sur Rocky de Sylvester Stallone, et il y a un nouveau film qui va sortir qui s'appelle I Play Rocky, qui est sur l'origin story de Sylvester Stallone et de comment est-ce qu'il est devenu la star qu'il est en tournant Rocky. Donc voilà, 3 trailers qui vont être potentiellement intéressants. Je vais pas rester trop longtemps au niveau analyse d'image sur chaque film, mais j'ai au moins envie de faire une petite réaction rapide à tout ça. On va commencer avec Dune, sur lequel j'avais soulevé quelques questions par rapport au rapport de Chani à Paul, où j'avais dit qu'à la fin du deuxième film, elle avait l'air de vraiment vouloir s'en tenir le plus éloigné possible. Donc comment est-ce que t'en arrives ensuite à être enceinte de lui? Des gens avaient dit que c'était peut-être un flashback par rapport à une séquence qui se serait passée potentiellement dans le deuxième film. J'y crois pas trop, mais peut-être que cette bande-annonce va y répondre. Et puis en tout cas, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Allons-y. I trusted you! Commence bien. You promised me that you would never take power in your name. You convinced me that this was your home. That I was your home. What do you know about me? Trop du cul. We've conquered the galaxy. You've destroyed thousands of worlds. What are your thoughts on that? C'est très planète des singes ça. I think you're way beyond redemption. Why are you here? To deliver a peace proposal. Peace is a good thing. Why should I refuse? Because it's meant to destroy you. We plan to strike at the core of Imperial power. La différence You de intend to kill Paul? colorimétrie, putain. Regime change. Idiot. You've just signed our death warrants. I found someone. Très graphique ce plan sur la lune aussi. The future has a way of talking to me. I can't see what's ahead. How does it feel to be human like everyone else, Paul Atreides? You have no fear, do you? I fear dishonor. You sound like an Atreides. I've been told I was one. Forgive me Nice. for all I've done. Très impressionnant visuellement. Beaucoup de plans qui me font envie, beaucoup plus de couleurs qu'avant. C'est pas pour me déplaire parce que j'avais toujours trouvé que le désert faisait très très gris et pas très chaleureux au final. Comme ils ont même pas de gouttes de sueur quelque part sur le front, qu'il soit avec des tenues ou pas, et même la tenue est là pour récolter la sueur, pas pour la faire disparaître de ton visage d'un seul coup. J'avais toujours trouvé que malgré tout ce désert avait pas l'air si chaud que ça en fait. Là ça peut effectivement être amélioré avec cette colorimétrie un petit peu différente. Et il y a tout un tas de plans qui sont particulièrement visuels. Pas que Villeneuve ne soit pas visuel, mais ça fait quasiment case de BD par exemple.
Le plan avec, je crois que c'est Shani qui est devant la lune, ça a l'air d'être un plan de comics, quoi, par exemple, ou de bande dessinée en général. Là, c'est intéressant à noter le choix de la caméra épaule dans cette scène-là, parce qu'il va y avoir une engueulade, et donc une scène de tension, et donc transcrire la tension avec une caméra qui elle-même est brinque-ballante et n'est pas forcément bien fixe sur un trépied, c'est un bon choix de mise en scène. C'est tout con, mais le simple fait que Shani ait un bandeau bleu dans les cheveux, c'est déjà tellement plus coloré que ce qu'il aurait pu faire dans les autres films. Généralement, c'était gris, noir, sable, blanc, etc. Là, le fait d'avoir vraiment une couleur bien unie comme ça, c'est pétant. C'est très surprenant dans sa filmographie, dans Dune en tout cas. Là, niveau colorimétrie, il y a une belle opposition entre la brume bleutée comme ça et les lasers jaune, orangé, rouge, je sais pas très exactement, mais le contraste entre les couleurs, avec des tons un peu pastel en plus, c'est très joli, magnifique. Ça, typiquement, j'aime beaucoup le design très inhabituel des bâtiments, mais en plus, en mode zone de guerre absolue, on dirait la bande de Gaza, par exemple. Il y a un mélange qui est assez joli entre à la fois le design très SF et très particulier, et en même temps ce côté cataclysmique du décor. Tu sens le côté belle civilisation foudroyée, en fait, par les actions de Paul. Et là, pour le coup, la couleur est complètement absente, c'est complètement gris. Ça, oui, je l'avais dit, c'est repris de la planète des singes. Ils ont aussi ça aussi, c'est leurs épouvantails pour dire aux gens de ne pas venir ici. Donc, je suppose que là, c'est les gens tués en exemple pour ce qu'ils ont fait. Toute une grande ville là que je vois derrière, je sais pas où ça se situe exactement, ça doit être sur Arrakis a priori, mais ça pourrait être sur une autre planète conquise par Paul. Ça, par exemple, typiquement, ça fait très plan de bande dessinée. Alors déjà, c'est extrêmement symétrique, mais la juxtaposition des formes, par exemple, le cercle qui est derrière, le trône en forme de pyramide, les marches de l'escalier qui sont donc une pyramide qui mène à cette pyramide. Donc c'est souvent un truc qui est pratiqué en images de cinéma, la construction pyramidale d'un plan. Là, c'est vraiment littéralement des pyramides empilées les unes sur les autres. Mais même au niveau de l'esthétique, il y a un jaune très pétant en haut avec ce cercle de lumière, surtout un peu ce jaune de la lumière du coup extérieure avec des grandes ombres projetées sur le sol en bas. T'as ce trône qui semble un petit peu bleuté, t'as cette touche de blanc avec, je crois que c'est la sœur du coup de Paul. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est la différence de couleur avec le tapis royal qui monte également en pyramide sur le truc, mais du coup, t'as l'impression d'avoir deux escaliers superposés les uns aux autres, et surtout, t'as deux structures en pyramide, l'une très sombre devant l'une beaucoup plus grise derrière. Le jeu visuel là, il est assez magnifique quoi, avec en plus une teinte un peu bleutée quand même pour l'ambiance générale intérieure de la scène quand c'est pas le jaune du soleil. Donc à nouveau plus de couleurs qu'avant dans les films Dune de Denis Villeneuve. Là aussi, bon alors déjà on a ces formes très particulières dans les murs, mais ça c'est juste esthétique au niveau du relief. Mais d'un côté on a une lumière très jaune qui apparaît, qui est sans doute la lumière du soleil, et de l'autre on a une lumière extrêmement blanche qui voire un peu bleuté plutôt même. Donc on se retrouve à nouveau avec cette opposition entre le jaune et le bleu. Ça a l'air d'être le thème global des couleurs dans le film. Le titre est toujours affiché avec du jaune et du bleu au-dessus et en dessous. Je suppose que le jaune c'est le sable d'Arrakis, le bleu ça doit être l'épice par exemple. Donc il y a quelque chose de très joli dans cette recherche de couleurs, et là dans ce décor, enfin c'est l'effet visuel rendu par cet éclairage, il est magnifique quoi, ce mélange de couleurs, très très joli. Donc là, un bon travail du gigantisme avec cette statue absolument gigantesque, avec ce vaisseau qui passe en tout petit à côté du truc, plusieurs profondeurs dans le plan, la statue d'abord gigantesque, puis à côté t'as cette espèce d'aigle là, et derrière le palais royal avec cette pyramide inversée qui se plante au sol comme ça. C'est très bien fait, très esthétique. L'aigle, je suppose que c'est pour rappeler du coup le côté un peu hitlérien et tout le bordel. La statue par contre, c'est une statue de qui? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit Paul. Ça lui ressemble pas vraiment. Ça peut pas être son père non plus. Je vois pas exactement de qui est cette statue du coup. Ça peut pas non plus être le personnage qui était joué par David Bautista dans le film d'avant, le Harkonnen. Je sais pas qui c'est, mais c'est intriguant. Là pareil, on retrouve plus ou moins le même plan dans la salle du trône, mais en plus là on est un petit peu plus loin, on a un peu plus d'ombre. On peut voir donc le tapis aussi est rouge. Donc on a un mélange de bleu avec le trône et avec une ambiance lumineuse en général, le rouge du tapis, le gris de l'ensemble, le jaune qui dépasse du mur derrière. Ce mélange à nouveau de formes rondes et de triangles qui arrivent dans le truc. Donc encore une fois, c'est vraiment très très joli quoi. Là aussi, ce très joli plan à l'aube, au crépuscule, avec les vaisseaux qui passent. Il y a un côté justement très artistique avec ce genre de plan qui serait généralement le genre de plan pour t'en mettre plein la gueule dans un film de grand spectacle, d'aventure, un Star Wars par exemple. Ça fait beaucoup penser à Star Wars avec le Faucon Millenium qui pourrait arriver. Et le fait de filmer ça dans la pénombre, en contre-jour, avec l'aube du matin, etc. Donc on voit même pas spécifiquement les détails. Mais il y a un côté esthétique qui est magnifique dans ce plan. Pareil pour ce plan qui est baigné de rouge, je sais pas ce qui se passe exactement, mais ça va être intéressant et esthétiquement c'est très très joli.
Là aussi, un plan avec une ambiance rougeâtre en règle générale, qui est encore plus contrastée avec le rayon de lumière parfaitement blanc qui apparaît au milieu, qui est parfaitement cubique autour de ce petit monticule qui doit contenir je ne sais quelle relique. Le visage de son père, par exemple, quand on voit, j'ai l'impression de voir un crâne, donc c'est peut-être ça, c'est un autel à la gloire de son père, par exemple. Mais du coup, ce contraste entre ce blanc pétant qui arrive par le dessus, qui est un petit peu à la base aussi du socle, et le rouge qui est dans le cube et qui se reflète un peu partout dans la pièce, esthétiquement, c'est magnifique, quoi. Parfaitement composé en plus, parfaitement centré, enfin c'est sublime. Et encore une fois, ce mélange de formes pyramidales, triangulaires et de cercles un peu partout autour. Là aussi, très belle image avec l'opposition entre la teinte bleutée, gris bleuté de l'environnement et le jaune pétant du soleil qui arrive sur le visage de... je ne sais plus comment s'appelle le personnage. Je dirais que le contraste est peut-être un peu fat dans ce truc-là. Les noirs sont peut-être un peu trop bouchés dans le truc, notamment parce qu'on est encore dans un plan grosso modo de jour. Tu devras peut-être voir un petit peu plus de détails que ça. Mais au niveau du contraste de couleur, c'est magnifique. Là, c'est aussi très joli ce surcadrage. Alors, ça me ferait rigoler de voir les gens qui sont... Il y a beaucoup de gens qui sont en plein délire avec ouais, maintenant tout est filmé pour entrer dans un format vertical. Alors, si vous en donnez la peine, à peu près tous les films rentrent dans un format vertical en vérité, parce que les personnages peuvent toujours rentrer dans le truc. Mais là, du coup, avec ce surcadrage avec la porte autour du personnage, est-ce que quelqu'un va venir sortir ça aussi, que Denis Villeneuve tourne pour être dans un format vertical de téléphone? Ça m'étonnerait. C'est juste vraiment très esthétique et très joli. Sans doute que ça transcrira le côté enfermé d'un personnage normalement. L'occasion de parler du cadre aussi, et je l'avais pas mentionné dans celui d'avant, mais le cadre est en 2:20, qui est le ratio plein 70 mm à défilement vertical. Je viens tout juste de tourner ma vidéo sur les formats cinéma large que je vais sortir la semaine prochaine. Le ratio 2:20, c'est cool aussi. Ça fait un truc un peu différent visuellement à l'image. Là, pareil, enfin, à quel point le bleu pète derrière le personnage. Je crois que c'est la fille de l'empereur, normalement, qui a épousé Paul à la fin du deuxième film. C'est monstrueux, quoi. J'avais parlé de bleu de Klein dans la dernière bande-annonce de l'Odyssée de Nolan. C'est un petit peu ça aussi, quoi. Le bleu de Klein, c'est assez sombre au final, quand même. Donc, il y a un côté pétant aux couleurs dans ce film-là qu'il n'y avait pas du tout dans les autres. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable à l'œil. D'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent maintenant des couleurs trop désaturées de la plupart des films qui sortent. Et a priori, Dune prend aussi ça en compte dans les critiques des spectateurs pour ses choix esthétiques. Je sais que il a changé de directeur de la photo, donc c'est aussi pour ça que la photo a aussi changé dans ce truc. Mais en règle générale, c'est pas non plus le mec qui fait les films qui pètent le plus de couleurs, Denis Villeneuve. Donc il y a peut-être aussi un choix là de se dire non, on va essayer de travailler la couleur là pour une fois. Et ça renforce un peu ce côté case de BD aussi. C'est le fait de voir un personnage comme ça isolé devant un aplat de couleurs avec des ombres très bouchées dans le reste qui font un peu comme un aplat de noir, un peu comme un ancrage de bande dessinée. Je vous dis, visuellement, il y a une patte qui est très très spécifique à ce film-là par rapport aux autres. Et ouais, ce plan-là en particulier, la silhouette du personnage, alors je sais pas si c'est Chani, Paul ou autre chose, avec le ciel assez sombre et cette lune pétante là derrière le personnage. Oui, là, je prends, j'achète, magnifique. Là aussi intéressant, mais on reprend d'ailleurs, c'est le même plan qui était très resserré de tout à l'heure, mais surcadrage par une autre forme qu'une forme rectangulaire de cinéma en fait. Ça donne aussi vachement de personnalité au truc. Il y a un côté peut-être serrure aussi à débloquer, peut-être que ça aura un sens dans le film. Et esthétiquement, encore une fois, c'est très joli, quoi. À nouveau, enfin, on a quand même le ratio d'image très large, tourné en 65 mm pour avoir le plus d'espace possible, et on décide de le remplir avec du noir et de mettre une toute petite forme au bout du truc. Là aussi, il y a un choix qui est vachement intéressant visuellement. Alors ce plan-là, je vais revenir dessus vite fait, parce que quand j'ai fait la première réaction, j'ai fait bon, on est d'accord que, et apparemment il y a des gens qui n'ont pas compris, donc on a une forme de bouche qui avale un truc en forme de cigare par exemple. Vous voyez toujours pas la métaphore qui est en train d'être faite là devant vous, et c'est intéressant parce qu'il a pas vraiment fait ça dans les autres films Dune, mais ça rappelle le travail qu'avait commencé à faire Giger par exemple quand il avait bossé sur le Dune de Jodorowsky. Et Giger qui mélange beaucoup mort et sexualité, etc. Ce genre de forme, ce genre de travail, c'est quelque chose qu'il aurait beaucoup travaillé Giger par exemple à l'époque. Donc c'est intéressant de voir cette espèce de petit hommage au Dune qui aurait pu être de Jodorowsky avec ce choix de rendu visuel et de métaphore. Là aussi un beau choix d'éclairage avec quelque chose d'extrêmement pétant et quasiment cassé derrière Chani, et elle qui est en contre-jour du coup avec la lumière qui vient de derrière elle. Il y a sans doute une lumière intérieure pour aussi son visage voit quelque chose, mais le fait que elle soit plus sombre que le décor qui est derrière elle et que la lumière,
il y a quelque chose d'assez joli, sans doute très symbolique dans cette scène-là, quoi. Elle sera sans doute assez détruite moralement à ce moment-là, du coup moins claire que le reste du monde qui est derrière elle, quoi. Et alors ça, j'avais dit, bon, le désert est toujours pas très coloré, toujours pas très jaune, ce qui devrait aider plus à sentir la chaleur. Mais pour faire ressentir un peu la chaleur, le côté complètement cramé là de l'image, ça marche bien aussi, par exemple. Je pense qu'en salle, en plus, quand tu seras vraiment bien dans le noir avec ça qui va te cramer la rétine littéralement devant le truc, peut-être que tu ressentiras plus la chaleur à ce niveau-là, quoi, avec cette façon de prendre la lumière et de gérer la lumière dans ce plan-là. Là aussi, ce mélange de bleuté au niveau de l'ambiance générale, de lumière assez chaude du soleil, le blanc de sa robe, le rouge du sang qu'elle a au-dessus. Il y a quelque chose aussi qui est très joli dans cette composition-là et esthétiquement dans ce rendu, quoi. C'est très artistique aussi comme plan. Non, très joli, très joli, très impressionnant, très esthétique et avec l'histoire qui devient aussi beaucoup plus sombre. Je vous avoue, moi qui n'ai pas été fan de Dune jusque-là, là je suis... Ouh j'ai envie de voir ce que ça va donner. Là je commence à être vraiment motivé pour Dune 3. Je vous dis, je suis encore perplexe par rapport à comment est-ce que le public va recevoir le truc, mais ce sera intéressant à voir justement. Ensuite, nous avons donc le nouvel Alejandro González Iñárritu qui contient donc Tom Cruise dans le rôle principal. Le script est assez obscur pour l'instant. On parle d'un homme extrêmement riche qui veut sauver le monde et apparemment de façon assez absurde et comique. Donc on verra bien. Le film a l'air d'être en 1,50 au niveau du ratio. Donc c'est devenu très populaire depuis quelques années maintenant. Il y avait un film brésilien ou argentin, un truc dans ce genre-là, qui était sorti avec ce ratio et qui avait bien marché aux Oscars. Et depuis, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à faire des films en 1,50. Un ratio qui n'existait pas jusque-là. Montre-moi de quoi tu parles, est-ce que ça vaut? Everything changes. You know, one day you're a cat. Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart. C'est quoi cette animatronique de merde? Next day you're just ashes in a box. How long would you say she has? Between 2 weeks and 5 minutes. Oh, le petit chat. My name is Sandy Clarkson. Yeah, Sandy. Hey, man, buddy. You're the man with the 5-foot crap. Now, Glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet. Mr. Rockwell. My deck is a tenth of that size. What do you want me to shut down a $1 billion platform over something that's 10 times the size of my deck? I don't believe you understand what's happening, sir. What did you just say? Sorry, sir. Well, I know perfectly well what's going on there, because I'm paying for the whole thing. I'm paying for your fucking 90% Hungarian goose down winter jacket. I'm paying your salary. You want to shut her down? Well, Say it! Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude. What's our worst case scenario? $18 trillion, sir. Is that all the bad fucking news? There's the nuclear waste too. Ah, il y a Riz Ahmed aussi. Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out again. Un coup de vieux John Goodman. Hein. Fucking go. Ce chat est dégueulasse. That is why it is your problem! If we can't control the course of nature, at least we can control the narrative. But it happened. Mother Nature, she loved the winter! You're gonna save the world. I fell in love with nature once and fire. Is he okay? Mr. President. Mr. President? Fuck that iceberg, let's dance! Petit hommage à Dr. Folamour. Story. They already know the story. They know the facts. The story has yet to be told. When all else fails, you hit them with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang! Woo! Woo! Très Tom Cruise. Yeah, that feels good, doesn't it? That's my girl. Ah mon dieu. C'est fort parce que ça me rappelle un petit peu la fin de vie de mon propre chat qui malheureusement a fini en mauvaise santé. Mais il va me faire marrer à chaque fois qu'il met cette horreur devant l'écran, bordel. Ça a l'air très fun, très caustique, évidemment. Ça me rappelle un petit peu dans l'esprit Don't Look Up, mais du coup, un peu plus délirant. Clairement, un gros film à performance d'acteur avec donc Tom Cruise sous une énorme couche de prothèse, manifestement. Riz Ahmed, qui lui aussi a une espèce de coiffure particulière que j'ai jamais vue sur lui jusque-là.
John Goodman, je sais pas s'il a pris un coup de vieux ou s'il lui aussi a une prothèse, mais bordel, il fait aussi très très vieux dans le truc. Et ce délire donc sur ce chat en animatronique dégueulasse là, c'est ça me rappelle Monsieur Tinkles dans Comme chien et chat, le film pour enfants sorti dans les années 2000 à peu près, qui était régulièrement représenté par une animatronique assez dégueulasse. Mais ça a l'air bien délirant et visuellement assez bluffant. Il y a quelques plans là sur lesquels on va revenir. Déjà rien que là, cette façon de cadrer centré, décentré, c'est très particulier parce que donc il y a cette étagère avec les chapeaux qui sont pile au milieu du truc, mais c'est pas parfaitement centré par rapport au reste de la pièce. Il y a un côté où il y a une autre étagère qui arrive, il y a un autre côté où il y a un pilier mais qui est un peu plus loin de base que le truc. On arrive quand même à avoir un plan qui a l'air centré et parfaitement composé, alors que tout le truc est un peu décentré et il va dans tous les sens, avec un beau travail de couleur bois merde, un petit peu entre les deux, ce qui fait à la fois le bois qui fait du coup ressentir le côté vieille richesse, vieille noblesse avec les moulures partout et tout le bordel, et en même temps de couleur merde qui transcrit clairement que le personnage est une merde. Oh, le miroir avec un empilement de cornes et d'antennes de cerf et trucs dans ce genre-là, mon dieu. Ça montre bien effectivement quel genre de mec c'est, quoi, l'irrespect absolu pour la nature et il a pas de tête d'animaux montée sur les murs, mais c'est l'équivalent du truc, quoi. En plus, dans le miroir qui est autour de lui et tout, donc c'est vraiment lui qui est le centre du truc, au-dessus de la nature presque, qui est autour de lui. Enfin, c'est ouais, non, le travail sur le personnage dans le décor. Il y a un tableau du chat. Il y a un tableau du chat à côté aussi. Alors le travail du personnage a l'air dingue. Là, pareil, du coup, au niveau des couleurs, t'as une couleur très blanche, du coup, qui évoque le chat, qui est reprise dans la veste du vétérinaire, mais qui a aussi la cravate couleur bois merde, comme le reste du truc. Donc tu sens en fait que c'est justement ce mec riche qui le prend au cou, quoi, qui le possède, qui a une laisse autour de lui presque. Vachement bien trouvé aussi au niveau du code couleur. À l'inverse, le mec dans son centre de recherche en Antarctique, là, couleur plutôt bleutée un peu partout, la couleur rouge bien pétante autour de lui. Là, la composition du cadre qui est magnifique, l'Ouroboros, donc le serpent qui se mord la queue, qui est tenu par les deux aigles sur le côté, tout ça qui encadre le chandelier, l'écran, la réunion des dirigeants d'entreprise, voire peut-être même des dirigeants politiques en dessous. Il y aura sans doute un sens très particulier avec le côté serpent qui se mord la queue, ou un peu comme dans, encore une fois, Don't Look Up, le côté où on est la cause de notre propre perte et même quand on essaie de lutter contre, on va finir par au final accélérer le truc. Réunir du coup dans ce cercle la richesse du mec, le côté merde et tout bordel, c'est déjà vachement intéressant en termes de sens et de cadrage, quoi. Ouais, John Goodman, il a quand même pris un petit coup dans la gueule là, il fait très émacié, mais c'est bon. Ouais, il est passé trop vite à l'image à la base, mais la symbolique est très claire. Alors tous les pro-Trump qui vont encore faire chier dans les commentaires, encore une fois, je fais pas exprès de chercher le truc, mais le président des États-Unis avec sa cravate rouge et du pétrole derrière, parce que grosso modo on te fait comprendre que son but c'est de s'enrichir avant tout, quoi. Vous voyez peut-être de qui ça parle. Il a pas les cheveux blonds, mais ça pourrait, quoi. Enfin, blond, jaune, paille, machin, là, sa perruque de merde. Et pareil, là, dans ses appartements, il est représenté par quoi? Le rouge comme pour la cravate et du doré partout, des cadres avec des enluminures partout. Je sais pas si vous avez vu, mais Trump, il a refait toute la Maison Blanche pour foutre des moulures dorées absolument partout, sur tous les murs. Et il adore le doré, quoi. Regardez la Trump Tower, son appartement à la Trump Tower, c'est rempli de doré partout, c'est dégueulasse, complètement surchargé. Mais donc clairement, c'est le personnage qu'il veut évoquer avec le personnage de John Goodman, quoi. Là, une ambiance complètement différente, beaucoup plus axée sur le vert. Je sais pas pourquoi spécifiquement, mais il y a quelque chose d'assez intéressant avec du coup cette toile qui représente la nature, mais la toile est en train de partir en morceaux aussi, donc pareil visuellement, enfin c'est une tapisserie, papier peint peut-être, mais visuellement du coup il y a un sens très particulier à ce truc-là. Là le plan est visuellement très joli au niveau de la composition, les teintes un petit peu mauve presque, j'ai un peu envie de dire, du ciel, mais le fait que tout soit concentré sur le tiers du bas et qu'on ait le ciel qui occupe absolument tout le reste du cadre, ça, je sais pas si ça aura un sens particulier à ce moment-là dans le film, mais la composition est très belle en tout cas. Peut-être montrer quand il réalise sa petitesse par rapport à la nature, un truc dans ce genre-là, on verra. Ça, mais c'est incroyable, on dirait du Michel-Ange, quoi. On dirait une peinture sur la chapelle Sixtine. C'est cette espèce d'énorme assemblée, ce ton crème un peu partout. Le fait que ça déborde comme ça de gens, le cadre avec moitié de gens en dessous, et puis toute la coupole en verre au-dessus, là. Avec en plus les nuages, ce qui donne le côté très Michel-Ange, chapelle Sixtine. Ça donne l'impression de voir une assemblée d'anges au-dessus de la terre. Enfin, c'est magnifique comme plan.
Là aussi, un plan assez magnifique, et on arrive à une phase là, Dr. Folamour, avec le truc avec le missile, avec un truc marqué dessus qui va être largué au-dessus, clairement, de ce morceau de banquise. Cette pièce avec le truc circulaire au-dessus, qui semble être une espèce de roue dentée, un peu comme la roue du temps, par exemple, qui avance vers les enfers, manifestement, avec les flammes qu'il y a derrière. Il doit y avoir un sens aussi là-dessus. Mais ce truc circulaire au-dessus, ça rappelle beaucoup la pièce de gestion de crise dans Dr. Folamour, où t'as toute la table de réunion en dessous de cet éclairage très circulaire. Donc il doit y avoir une petite allusion à ce niveau-là aussi, quoi. J'avais pas eu le temps de le lire, mais le missile avec marqué « Suck it, nature ». Le message va passer. Je crois que le message sera assez clair, quand même, dans le film. Du coup, et même ça, le passage où t'as le président qui bug d'un seul coup et qui bloque, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de certains moments où dans les réunions officielles, tu vois Trump qui est à son bureau et les gens prétendent qu'il s'endort avec ses yeux qui sont plutôt vers le bas comme ça. Et donc le président là qui bug en plein milieu d'une phrase, qui s'arrête et qui dit rien, ça rappelle un petit peu ça aussi. Ça rappelle aussi un peu Joe Biden, qui avait un peu ce genre d'absence dans certains trucs. Il y avait des moments pareil où il était devant un podium et d'un seul coup il bloquait pendant quelques secondes et tu fais « Oh, il est vivant papy là encore ou pas ?» Ça fera plaisir aux fans de Trump si je dis ça, mais il y a un petit peu de ça aussi dans le comportement. De toute façon, les deux étaient très vieux. Donc, alors pourquoi il y a un cheval dans la salle de réunion de crise, je ne sais pas. Le teint pareil est très étrange, un peu sépia, un peu rosé, etc. Enfin, il y a quelque chose de très particulier dans cette image-là. Je sais pas ce que ça va montrer en particulier, mais esthétiquement, visuellement, ça a l'air très recherché. Et on retrouve, comme j'ai dit, donc dans Dr. Folamour, le cercle est au-dessus de la salle de réunion. Là, il est au sol, en dessous des trucs. Il doit aussi y avoir quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, je pense. Là, c'est très particulier. Tu sens que c'est une miniature qui est en train de cramer, parce que les flammes sont beaucoup trop grosses par rapport à l'environnement, mais ça a l'air d'être assumé complètement. Peut-être que c'est une séquence de rêve, par exemple, un truc dans ce genre-là. Le ciel ressemble un petit peu au ciel qui occupait tout le cadre dans l'autre plan là de l'avant, donc peut-être que c'est lié à cette partie-là du truc, peut-être que c'est toute une séquence un peu onirique. Et la piscine, avec les deux totems, on va dire, au bout, là, les deux pics, ça rappelle beaucoup la piscine qui est à Washington en ce moment, et qui est en train d'être un gros délire pour Trump, où il a voulu refaire tout le sol de la piscine, et puis maintenant il y a des algues dedans, et c'est tout un bordel, et c'est devant l'obélisque, du coup, de Washington, donc il doit y avoir une projection quelque part à ce niveau-là. Non, alors du coup, je savais pas du tout quoi en attendre, mais je l'attends du coup maintenant, ça a l'air très fun ce Digger. Je le guetterai à sa sortie en salle, c'est pour quand? C'est pour le mois d'octobre, a priori. On va passer un bon mois d'octobre, hein. Il y a pas aussi Street Fighter et Resident Evil, ou un truc comme ça qui sortent dans ces eaux-là. Le mois d'octobre va être assez chargé quand même. Mais non, ça a l'air bien délirant et bien cool. Et puis terminons avec I Play Rocky. Voyons voir du coup ce que tu racontes sur Rocky. Name? I'm Mike. Acting's what I live and breathe for. Oh. And I gotta have faith in myself. You need to show Jolie everyone imitation. who you are. I like this girl, Sylvester. Sylvester? That's right, his real name. It's got a nice ring to it. Sylvester Stallone. It's like Peter Parker. Are you delusional? You don't got the looks to be a movie star. Not to mention, you talk like you got rocks in your mouth. Yeah, I know I don't look like Einstein, but I got a brain. The only way for me to show people is me to have to write a script for myself. Yeah, so do that. Write a script. And give yourself the best part. There's something big here. You wrote this in 3.5 days. This is freaking good. Have someone like Chuck Bronson, or we could do Eastwood. Guys, I play Rocky. I have no idea what that means. So the writer wants to be in it, as the lead. No, absolutely not. Throw some money at him. $25K. No. Raise the offer. Try 75. You're parking cars, for Christ's sake, Sylvester. No. 175. Go to 200. No? I'm not giving this up. Not for $1 million. Not for 10. Hey. All right, now if you do this, comes with some strings. If you ever fall one day behind schedule, The meat's frozen solid. they're gonna kick you to the curb, You broke your hand. and they can replace you with a real actor. I don't even know what I'm doing is any good. Just do the best acting of your life, and everything will be fine. How far behind schedule are they? Évidemment. Qui va remettre le thème de Rocky. This
this movie, it's about having a belief in yourself. It's about going the distance. I put my heart and soul on the page. If I'm not willing to live up to what I wrote, then what's the point? So do you believe in me? Les reproductions des images du film sont dingues. I thought you said you could box. I lied. Let go of the head! I'm an actor, goddammit. You always lie. Yeah. Rien que ça, la façon de faire le yeah, c'est complètement la voix de Stallone. Ouais, les reproductions des scènes du film d'origine, je vais rien faire au niveau analyse d'image parce qu'il n'y a pas grand chose à analyser niveau image, mais les reproductions des scènes du film d'origine, elles sont vraiment très très bien foutues. Après, ça fait pas un bon film, parce que par exemple, c'est la totalité du contenu du film sur Michael Jackson qui est sorti récemment, et ça n'en fait pas un bon film de faire des bonnes reproductions de scènes qui sont connues. C'est pas si difficile que ça à faire non plus. Le seul truc, c'est, on a vu la bande-annonce, et ça y est, en fait, on a déjà vu le film, il n'y a pas besoin d'aller le voir. C'est pas non plus extrêmement compliqué, la réalisation de Rocky. Alors effectivement, il y a toute une histoire, mais elle vient d'être résumée en 2 minutes, là. C'est comment est-ce qu'il a écrit le script lui-même pour se mettre en avant en tant qu'acteur, comment est-ce qu'il a négocié et insisté pour être l'acteur principal, ce qui a fait décoller sa carrière du coup par la suite. Et puis le fait que le tournage était vraiment un challenge parce que il fallait absolument respecter le truc. Il y a une anecdote qui est très connue, c'est le fameux monologue qu'il fait à Adrienne juste avant la scène du combat final, tourné en plan séquence de 1 minute 30 et quelques. Ils avaient exactement ce qu'il fallait de pellicule pour tourner une séquence de 1 minute 30 et pas plus. Et ils ont réussi à la tourner vraiment au dernier moment, en un coup, etc., plié vraiment exactement comme il fallait. Mais enfin vraiment, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter, quoi. Je sais pas s'ils vont aller plus en détail dans sa vie avant, par exemple, Rocky, montrer un peu son enfance, des trucs dans ce genre-là. Est-ce qu'ils vont parler de sa carrière dans le porno aussi, oui, c'est ça, The Italian Stallion, je crois que le film s'appelait. Très clairement, ça se concentre beaucoup sur l'influence aussi que sa femme a eue sur sa carrière. Je n'en avais pas spécialement entendu parler quand j'ai fait mes recherches sur Rocky. Je ne savais pas que sa femme était particulièrement impliquée dans le truc. Cela dit, comme le film Rocky est une adaptation de sa vie et que tu vois l'importance d'Adrienne dans la vie de Rocky, c'est pas impossible que la femme de Stallone soit assez centrale au truc. Je vous dis, dans mes recherches, ça me dit rien, moi, quand j'ai fait ma vidéo sur Rocky. Mais c'est pas impossible du tout que ce soit effectivement le cas parce que il s'est toujours inspiré de sa vie pour faire les Rocky. Quand tu vas la suite de la carrière de Rocky, c'est la suite de la carrière de Stallone. Comment d'un seul coup il est devenu une star, comment est-ce qu'il a chuté, comment est-ce qu'il essaie de revenir sur le devant de la scène avec le Rocky 6. Enfin, tout ça vraiment essaye de coller à sa vie et ça par contre je l'avais bien marqué dans mon analyse. Donc je sais pas jusqu'à quel point le truc sur sa femme est vrai, mais j'y crois totalement, ça me paraît totalement crédible. Et le film peut être potentiellement très cool à voir. Par contre, je vous dis esthétiquement, je pense qu'il y aura pas grand-chose à en tirer. Niveau performance, honnêtement, l'imitation est tellement proche de la réalité que c'est pas impossible qu'il y ait un petit Oscar de meilleur acteur qui puisse se jouer pour l'acteur principal, quoi, qui serait totalement mérité. Après, il faut que le film aussi ait un bon succès en salle, faut qu'il marche, faut qu'il reste dans l'esprit des gens jusqu'aux Oscars, mais il y a un petit moyen de s'en sortir à ce niveau-là. Je pense que ce sera ça qui sera tiré du film. Ce sera la performance, parce que je vous dis, visuellement, j'ai vraiment rien vu là de particulièrement notable. Notamment par rapport aux 2 films qu'on vient de faire avant, qui sont vraiment des films faits par des auteurs et qui font des trucs visuellement assez poussés. Là, c'est du très classique, quoi. On filme le quotidien, la réalité. Il y a aucune patte particulière sur l'image, sur l'étalonnage, la couleur, etc. Enfin, je vois vraiment rien de très très notable. Mais par contre, ouais, au niveau jeu d'acteur, il y a moyen de faire un truc. Et peut-être au niveau du script, ça dépend ce qu'ils vont couvrir du coup dans l'histoire et s'ils le rendent vraiment intéressant, quoi, parce que je sais pas s'il y a vraiment beaucoup plus que ça à développer par rapport à ce qu'ils montrent ici. Voilà pour cette dernière vidéo de réaction faite dans cet appartement. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine, pendant que je suis en train de déménager, dans une vidéo qui revient sur les formats larges au cinéma. J'espère que ça vous intéressera et que ça vous ouvrira un débat du coup avec vous. Souhaitez-moi bonne chance pour le déménagement. Et puis prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.